Ma belle-fille s'est vantée. Son ton, un mélange insidieux de triomphe et de fausse innocence, résonnait encore dans mes oreilles. Nous nous sommes mariés sans toi, avait-elle claironné, chaque mot ciselé pour blesser. C'était parfait ainsi. Une semaine plus tard, le vernis de sa satisfaction s'était écaillé. Désespérée, sa voix cette fois empreinte d'une urgence à peine voilée, elle m'avait appelé. Le loyer était échu. La demande, à peine formulée mais lourde de sous-entendus, avait suivi. Tu peux payer pour nous? Un rire amer, profond, m'avait échappé. Un rire qui ne voulait plus s'arrêter. J'avais seulement répondu, ma voix tremblante d'une satisfaction que je ne cherchais pas à dissimuler. Je ne te l'ai pas raconté, ma chère. Mais à toi, qui me lis, je veux tout dire. Je m'appelle Étienne et j'ai 66 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'à ce stade de ma vie, alors que mes cheveux grisonnaient, je devrais faire face à une trahison aussi profonde de la part de ma propre famille. Une blessure infligée par ceux que j'avais aimés et protégés. Tout avait commencé ce jeudi matin-là, à Lyon, lorsque mon téléphone avait sonné, strident et inattendu, à 8h30. C'était Montserrat, ma belle-fille. Son nom s'était affiché sur l'écran. Et déjà, une légère anxiété m'avait étreint. Sa voix avait cette mélodie faussement enjouée que j'avais appris à reconnaître au fil des 5 années qu'elle fréquentait mon fils, David. Un ton doux en surface, mielleux même, mais avec toujours quelque chose de venimeux, de calculé, qui rampait juste en dessous, comme une vipère sous des pétales de rose. Étienne, j'ai des nouvelles merveilleuses à partager avec toi, m'avait-elle dit, sa voix pétillante d'une joie forcée. Pendant un instant, mon cœur s'était emballé d'un espoir inattendu. J'avais pensé, dans ma naïveté de père, qu'elle allait m'annoncer une grossesse, la perspective d'un petit enfant, ou une promotion pour David à son bureau à Lyon. Une bonne nouvelle, une vraie, qui aurait pu réchauffer nos relations glaciales. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? Avais-je répondu, m'asseyant plus confortablement sur ma chaise préférée, près de la fenêtre de la cuisine. Le soleil matinal commençait à inonder la pièce. J'avais été en train de préparer mon café, l'arôme riche et réconfortant emplissant l'air, une routine apaisante, quand le téléphone avait brisé le silence. David et moi nous sommes mariés hier, avait-elle annoncé. J'avais perçu son sourire malicieux, un sourire qui n'annonçait rien de bon. Ce fut une cérémonie petite et intime, avait-elle poursuivi, chaque mot distillé avec une précision cruelle. Juste nous deux, l'officier d'état civil et 2 témoins à la mairie de Lyon. C'était absolument parfait. Le mot « parfait » résonnait, lourd de sous-entendus, comme une insulte délibérée. Le monde s'était arrêté de tourner. Le bourdonnement du réfrigérateur, le chant lointain des oiseaux dans le jardin, tout s'était tu. Les mots de Montserrat étaient restés suspendus dans l'air, irréels. Mon fils, mon unique fils, s'était marié. Sans me dire un mot, sans m'inviter, sans même m'avertir. Une chape de plomb était tombée sur moi, gelant le sang dans mes veines. « Vous vous êtes marié ?» avais-je articulé, ma voix étranglée, comme si un coup de poing m'avait coupé le souffle. « Hier, oui, hier après-midi », avait confirmé Montserrat, sa voix toujours aussi détachée, presque joyeuse. Puis elle avait ajouté les mots qui s'étaient plantés comme des dagues acérées dans mon cœur, tournant la lame avec une jouissance à peine voilée. « Nous nous sommes mariés sans toi. C'était parfait ainsi. » La cruauté glaciale de cette phrase m'avait laissé sans voix, sans air. Ce n'était pas un oubli, une simple étourderie. Ce n'était pas non plus une décision précipitée. Non, c'était intentionnel, délibéré. On m'avait délibérément exclu du jour le plus important de la vie de mon unique fils, celui que j'avais élevé, aimé, pour qui j'avais tout sacrifié. « Est-ce que je peux parler à David ?» avais-je demandé, ma voix tremblante. « Il est à son bureau à Lyon », avait répondu Montserrat, avec une froide indifférence. « Mais tu peux nous féliciter tous les deux. Nous sommes très heureux de notre décision. » Notre décision. Ces mots résonnaient comme une cloche funèbre, me traitant comme un obstacle écarté sans scrupule. Où était le garçon qui m'avait dit un jour que je serais toujours son héros? « Montserrat, je ne comprends pas pourquoi… » avais-je commencé, ma voix se brisant, mais elle m'avait coupé. « Étienne, écoute.
avait-elle dit avec agacement. Nous voulions quelque chose de simple, sans complications. Tu sais comment les familles peuvent devenir avec les mariages, tout le drame et la pression. Nous voulions la paix. La paix. Comme si ma présence au mariage de mon fils était synonyme de conflit, l'élément perturbateur à écarter. J'ai raccroché le téléphone, le combiné me brûlant les doigts, mes mains tremblaient. J'ai failli le laisser tomber. Je suis resté assis sur cette chaise de cuisine, le regard perdu à travers la fenêtre, fixant le jardin que j'avais cultivé avec soin. Tout semblait indifférent au cataclysme. Je ne pouvais ni ne voulais comprendre ce qui venait de se passer. C'était absurde, cruel. Pendant 28 ans, j'avais élevé David seul, après le décès de sa mère, mon épouse, dans un accident. 28 ans de sacrifice, de nuits blanches, de doutes et d'espoir. J'avais travaillé sans relâche comme infirmier à l'hôpital de Lyon, me privant de tout pour qu'il ne manque de rien. J'avais été présent à chaque étape de sa jeune vie, l'encourageant, fier, à chaque événement scolaire ou match de football. Et maintenant, au moment le plus significatif de sa vie d'adulte, où il fondait sa famille, j'avais été délibérément exclu, jeté de côté comme un vieux meuble encombrant. La douleur était différente de tout ce que j'avais connu, plus profonde, plus insidieuse, car elle venait de ceux que j'aimais le plus. Quand j'avais perdu ma femme, ce fut dévastateur, une déchirure immense. Mais c'était compréhensible, une fatalité. Les accidents arrivent, la vie est parfois cruelle. Mais ceci était différent. C'était une décision consciente de blesser celui qui avait dédié sa vie à l'aimer et le protéger. Une trahison, un coup de poignard. Je me suis levé lentement de la chaise, mes jambes lourdes comme du plomb, et j'ai marché vers le réfrigérateur. Sur sa porte, maintenue par un aimant en forme de cœur offert par David il y a 3 ans, se trouvait une photo de nous deux, le jour de sa remise de diplôme universitaire. Il avait son bras autour de mes épaules, un sourire radieux, et moi, à ses côtés, je rayonnais. Nous sourions. À ce moment-là, il m'avait dit, ses yeux pétillants de sincérité, « Papa, rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. Tu es la personne la plus importante de ma vie. » Ces mots, gravés dans ma mémoire, résonnaient maintenant creux, faux, comme un écho lointain d'une promesse brisée. J'ai pris la photo entre mes mains, mes doigts caressant le papier glacé, et je l'ai observée attentivement, cherchant une réponse dans ces visages souriants. À quel moment avais-je perdu mon fils? Quand ce lien si fort, si indéfectible, s'était-il effiloché? Quand avais-je permis à Montserrat de construire ce mur infranchissable entre nous, brique par brique, mensonge par mensonge? Au cours des 5 dernières années, depuis que David avait commencé à fréquenter Montserrat, j'avais senti ma relation avec lui se détériorer lentement, comme un fil qui s'effiloche. Elle trouvait toujours une excuse fallacieuse pour ne pas m'inclure dans leurs plans. Il y avait toujours une raison pour laquelle je ne pouvais pas les accompagner dîner dans ce nouveau restaurant, ou pour laquelle ils ne pouvaient pas venir me rendre visite à la maison d'Étienne, même pour un après-midi. Trop occupés. Déjà des projets, soirées entre jeunes, étaient redevenus leurs rengaines habituelles. J'avais d'abord cru que c'était le besoin d'intimité d'un jeune couple. Mais avec le temps, il était devenu évident que c'était une stratégie délibérée pour m'isoler, me couper de mon propre fils, jusqu'à ce que je devienne une simple ombre dans sa vie. Montserrat avait œuvré systématiquement pour éloigner David de moi, et elle avait réussi. Le silence de la maison d'Étienne fut brisé par la sonnerie inattendue du téléphone. C'était David. Mon cœur, lourd d'angoisse, s'accéléra d'une lueur d'espoir folle et irrationnelle. Peut-être appelait-il pour s'expliquer, pour s'excuser, pour me dire que tout cela n'était qu'une méprise. « Papa », sa voix résonna, distante, presque formelle, comme s'il parlait à un étranger. Le ton me glaça le sang, rappelant la froideur de nos dernières conversations. « Montserrat m'a dit qu'elle t'avait déjà annoncé la nouvelle, David ?» dis-je, luttant pour maintenir ma voix calme, pour ne pas laisser transparaître ma douleur et ma colère. « Je n'arrive pas à croire que tu te sois marié sans rien me dire. Je suis ton père. J'avais le droit d'être là, de partager ce moment. » Un silence lourd s'installa, si long qu'il me parut une éternité. Puis, il répondit, ses mots semblant peser, réciter. « Écoute, papa, nous avons décidé que nous voulions quelque chose de simple, sans stress, sans pression.
Tu sais comment les choses peuvent devenir compliquées quand il y a trop de monde impliqué. C'étaient les mots exacts que Montserrat avait utilisés, comme s'ils avaient répété leur réponse à l'unisson. Trop de monde, David? Je suis ton père. Je ne suis pas trop de monde. Ma voix trahissait une pointe d'amertume. Ne sois pas dramatique, papa, c'est fait. Nous espérons que tu pourras te réjouir pour nous. Dramatique. Mon propre fils me traitait de dramatique parce que j'étais blessé, exclu de son mariage, de l'un des jours les plus importants de sa vie. Tu te réjouis? Demandai-je, sentant les larmes piquer mes yeux. Une brûlure familière et dévastatrice. Bien sûr que je me réjouis. J'aime Montserrat et elle m'aime. C'est la seule chose qui compte. La ligne se coupa. Le silence revint, plus lourd, plus froid qu'avant, emplissant la pièce. Je restais assis dans mon salon, le combiné à l'oreille, le regard perdu. Les larmes, que j'avais si désespérément retenues, déferlèrent. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis des années, non seulement pour ce mariage volé, cette cérémonie à laquelle je n'avais pas eu le droit d'assister, mais pour la réalisation déchirante que j'avais perdu mon fils bien avant ce jour. Montserrat avait gagné. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, avoir David entièrement pour elle, libre de l'influence de son père. Cette nuit-là, allongé sur mon lit, une décision froide et inébranlable mûrit en moi. Le sommeil refusa de venir, mon esprit torturé par les souvenirs de mes tentatives patientes de bâtir une relation avec Montserrat. Je revivais chaque sacrifice fait pour qu'elle se sente accueillie dans ma maison à Lyon, et comment chaque geste de gentillesse avait été reçu par une froideur calculée, une manipulation insidieuse. La trahison me rongeait, une douleur lancinante. Tout avait commencé 5 ans plus tôt, un soir d'automne où David m'avait présenté Montserrat. Elle avait 24 ans, 10 de moins que mon fils, et travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire du centre de Lyon. Jolie, avec ses longs cheveux blonds et ses yeux verts perçants, elle dégageait pourtant une froideur calculée derrière sa politesse, me mettant mal à l'aise. L'air du petit bistrot semblait lourd de pressentiments. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Étienne », m'avait-elle dit, sa voix douce, sa poignée de main ferme. Son sourire était parfait, mais ses yeux, scrutateurs, ne souriaient au pas. Ils analysaient, comme ceux d'un prédateur. « David m'a beaucoup parlé de vous », avait-elle ajouté, une phrase anodine qui résonnait étrangement. Durant ce dîner, l'ambiance devint vite tendue. Montserrat nous interrompait constamment, David et moi. Chaque fois que nous évoquions un souvenir de son enfance ou que David s'intéressait à mon travail, elle ramenait habilement la conversation à leur projet, à ses propres ambitions. Au début, j'avais mis cela sur le compte de la nervosité, lui accordant le bénéfice du doute. Mais les signaux d'alarme s'étaient multipliés, sonnant de plus en plus fort dans mon esprit. 2 mois plus tard, David me demanda 2000 € pour une formation d'assistante dentaire pour Montserrat. « C'est un investissement dans notre avenir, papa », m'avait-il dit, les yeux brillants d'espoir, promettant un remboursement rapide. J'avais ses économies pour ma cuisine, mais l'étincelle dans les yeux de mon fils m'empêcha de refuser. Je lui donnai l'argent, le cœur léger à l'idée d'aider leur futur. Montserrat n'a jamais suivi ce cours. 3 semaines après, elle affichait fièrement un sac à main de créateur à 800 €. Quand je l'interrogeai, elle répondit avec un sourire désarmant que la formation était reportée à cause de dépenses imprévues. Ce fut le premier d'une longue série de prêts jamais remboursés. 6 mois plus tard, David me demanda 3000 € de plus, invoquant une urgence familiale pour la mère de Montserrat. J'appris plus tard, par David gêné, que l'urgence n'était qu'un prétexte pour rénover le salon de sa belle-mère. Au bout de la première année de leur relation, j'avais déjà prêté la somme considérable de 8500 € au jeune couple. Toute tentative d'aborder le remboursement se heurtait à l'offense de Montserrat, ses yeux verts se durcissant. David la défendait avec ferveur, me traitant de matérialiste et répétant que la famille s'entraide sans condition. Ces mots me giflaient, me faisant douter de ma générosité. Mais les problèmes financiers n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Montserrat avait lancé une campagne subtile, mais implacable, pour éloigner David de moi. Nos dîners du dimanche, une tradition sacrée depuis l'enfance de David, furent les premières victimes. Ce rituel réconfortant,
où nous partagions joies et peines, où résonnaient les rires de David enfant et les discussions animées autour de mon rôti, devint un lointain écho. À chaque invitation, Montserrat avait une excuse toute faite. Ma cousine est en visite, un mariage d'amis, ou David m'a promis ce nouveau restaurant. Chaque refus entaillait le lien avec mon fils. Progressivement, nos dîners dominicaux s'espacèrent, puis disparurent, laissant un vide douloureux. Pour les 30 ans de David, j'avais voulu marquer le coup. J'organisais une fête surprise mémorable dans ma maison à Lyon, invitant amis et collègues. Pendant des semaines, je préparais ses plats préférés et commandais un gâteau spécial, porté par l'excitation et l'amour paternel, imaginant sa joie. 2 jours avant, Montserrat m'appela. Il partait en escapade romantique pour l'anniversaire de David. Mon cœur se serra. J'avais tout organisé. David ne m'a rien dit, lui dis-je, confus et amer. C'était mon idée, répondit-elle, sa voix douce mais ferme. Plus romantique de fêter ça seule, en couple. Je suis sûr que tu comprends, Étienne. Son ton condescendant, presque triomphant, me fit rougir. Je dus annuler la fête, rappelant les invités un par un, expliquant l'absence du fêté. Ce fut une humiliation cuisante, chaque appel soulignant l'échec et la distance grandissante avec mon fils. Pourtant, ce moment n'était peut-être pas le pire. Le souvenir le plus lancinant remontait à 2 ans, aux fêtes de Noël. Pendant 28 ans, David et moi avions eu pour tradition de passer le réveillon ensemble dans ma maison à Lyon. Un rituel sacré. Ouvrir les cadeaux le matin, le salon embaumant le pain, déjeuner de pancakes devant des films de Noël, le feu crépitant, puis préparer le dîner, riant et partageant des souvenirs. Le 23 décembre, David m'appela, sa voix distante. Il m'annonça qu'il ne viendrait pas. Montserrat et moi avons décidé de commencer nos propres traditions, de passer les fêtes seuls, en famille. Le mot « famille » résonna comme un coup funèbre. Ils en étaient une, mais moi, son père, je n'en faisais plus partie. « David, c'est toi notre tradition », lui dis-je, la voix brisée. « Depuis la mort de ta mère, nous avons toujours été ensemble à Noël. » Sa réponse fut froide. « Papa, les choses changent. Je ne suis plus un enfant. J'ai ma propre vie. » Je passais ce Noël seul pour la première fois en 28 ans. La maison était silencieuse, oppressante. Je m'assis dans le salon, le regard perdu sur le sapin décoré, plein de souvenirs. J'attendais. Je mangeais le dîner de Noël préparé pour 2, l'autre chaise désespérément vide. Le silence était assourdissant. C'est là que j'aurais dû poser des limites, dire « ça suffit ». Mais je ne l'ai pas fait, aimant mon fils plus que tout, espérant follement que les choses s'amélioreraient. Je redoublais d'efforts pour gagner l'affection de Montserrat. Je lui achetais des cadeaux coûteux. Quand ils déménagèrent il y a 18 mois, je leur donnais 5 000 € pour le raconte et les meubles. Je payais 1 200 € pour les réparations de la voiture de Montserrat. J'étais leur filet de sécurité. Mais chaque fois que j'avais besoin de la compagnie de mon fils, d'un appel ou de son temps, il y avait toujours une excuse, un engagement plus important. Le mois dernier, cloué au lit par une grippe tenace, je demandais à David de me chercher des médicaments. Sa réponse fut un coup de poignard. Il ne pouvait pas. Montserrat avait prévu une journée au spa pour eux deux. Une journée au spa était plus importante que de prendre soin de son père malade. Ce fut une pilule amère à avaler. Allongé dans mon lit à Lyon, je repassais ces trahisons silencieuses. Je réalisais douloureusement mon idiotie. J'avais financé ma propre exclusion. Chaque euro donné avait servi à construire une vie qui m'excluait délibérément. J'avais élevé David pour qu'il soit bon, honnête et loyal. Mais il avait perdu ses qualités, ou Montserrat les avait enfouies. Le mariage secret n'était pas une surprise, mais l'aboutissement logique de 5 années d'exclusion systématique. Cette nuit-là, les larmes coulant sur mes joues, je pris une décision qui changerait tout. Si David et Montserrat voulaient leur indépendance, construire leur vie sans moi, ils devraient le faire entièrement seuls, sans mon aide financière. La douleur était immense, mais ma détermination, inébranlable. Une semaine après ce mariage secret, j'étais dans mon jardin, arrosant mes rosiers. Après 5 jours de réflexion, j'avais trouvé la paix dans ma décision de couper toute aide financière.
Leur semaine de silence fut éloquente. Pas un appel, pas un message de mon fils. Cela confirmait ce que je savais déjà. Pour eux, je n'existais que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Quand le nom de Montserrat s'afficha sur mon téléphone, j'hésitais à répondre, mais la curiosité l'emporta. Sa voix, paniquée et anxieuse, contrastait avec le triomphe d'une semaine auparavant. « Étienne » dit-elle. « Oui, c'est moi » répondis-je, ma voix neutre. « J'ai besoin de te parler d'urgence. » Elle sanglotait. Il s'est passé quelque chose de terrible. Mon cœur de père s'emballa. « Qu'est-ce qui s'est passé? David va bien ?» demandai-je. « David va bien physiquement » répondit Montserrat, sanglotant. « Mais Étienne, nous sommes dans une situation désespérée. Nous avons besoin de ton aide. » La vraie raison de l'appel se révéla. Pas une urgence médicale, mais de l'argent. Toujours de l'argent. Une confirmation amère. « Quelle sorte de situation ?» demandai-je. Le silence pesant confirma mes craintes. « C'est le loyer » dit Montserrat, sa voix tremblante de sanglots. « Il est échu depuis hier et nous n'avons pas l'argent. Le propriétaire nous a donné jusqu'à lundi, sinon c'est l'expulsion. » 5 jours après un mariage et une lune de miel de luxe, étalée sur les réseaux sociaux par David, il n'avait plus un sou pour les dépenses élémentaires. À Lyon, le soleil couchant projetait des ombres sur ma pelouse, mais mon cœur restait froid. « Combien est le loyer ?» demandai-je. Je connaissais déjà la réponse, ayant payé la caution de cet appartement 18 mois auparavant. Un geste amer. « 1500 €, répondit Montserrat. « C'est une urgence, Étienne. Si nous ne payons pas, nous serons à la rue. » Tendu. Un euphémisme pour 5 ans de manipulation, d'exclusion, de cruauté, où j'étais leur portefeuille. Les appels ignorés, les invitations oubliées, les regards fuyants de David. Un tableau douloureux et épuisant. « Où est David ?» demandai-je, ma voix gardant une neutralité forcée. « Pourquoi ne m'appelle-t-il pas lui-même ?» Un silence pesant, avant qu'elle ne réponde, hésitante. « Il est trop honteux pour te parler. Il se sent terrible pour le mariage, mais tu sais, les hommes et les émotions. » Quelle commodité. Trop honteux pour appeler, mais pas pour envoyer sa femme me manipuler. L'odeur des roses de mon jardin, habituellement si apaisante, me semblait soudain étouffante. « Montserrat » dis-je finalement, m'asseyant sur le banc de pierre de mon jardin, le téléphone à l'oreille. « Tu m'as dit il y a une semaine que vous vous étiez mariés sans moi parce que vous vouliez l'indépendance, la paix, construire votre vie sans complications. »« Oui, mais c'est différent », répondit-elle rapidement, sa voix reprenant une urgence calculée. « C'est une urgence temporaire. Une fois cette crise passée, nous serons indépendants. » C'était la même rengaine, les mêmes promesses creuses que j'entendais depuis 5 ans. Toujours temporaire, toujours la dernière fois, toujours une urgence justifiant une exception à leur indépendance. Je me souvenais de leurs demandes pour une voiture, des meubles, puis des vacances nécessaires. « Comment avez-vous dépensé l'argent que vous aviez ?» demandai-je, ma patience s'amenuisant. « Il y a une semaine, vous aviez de quoi vous marier et partir en lune de miel. » « Ce n'était pas si cher, » mentit Montserrat, sa voix manquant de conviction. « Nous sommes juste allés à la mairie de Lyon, puis dans un petit restaurant. La chambre d'hôtel a été payée avec les points de la carte de crédit de David. » Encore des mensonges. J'avais vu les photos sur Instagram. Un restaurant 5 étoiles avec vue sur la Saône, du champagne hors de prix, des vêtements neufs, une suite avec vue sur l'océan, probablement sur la Côte d'Azur. Un mariage de ce calibre aurait coûté au moins 5 000 €. Leur sourire forcé, les verres étincelants, le décor luxueux criaient l'opulence. « Étienne, s'il te plaît !» continua Montserrat, désespéré, presque un sanglot étouffé. « Je sais que je n'ai pas été la belle-fille parfaite, que j'ai parfois été difficile. Mais il s'agit de David, de ton fils. Tu ne peux pas nous laisser à la rue. » Voilà, la manipulation habituelle. Quand les excuses ne fonctionnaient plus, Montserrat recourait à la culpabilité émotionnelle, faisant de tout refus une trahison envers mon fils. C'était une arme qu'elle maniait avec précision, et j'en étais las. « Qu'est-il arrivé à vos emplois ?» demandai-je. Je savais déjà l'issue de cette conversation,
Mais c'était une dernière tentative de comprendre l'étendue de leur irresponsabilité. David a perdu 2 jours de salaire pour la lune de miel, expliqua Montserrat. Et moi, j'ai démissionné de mon travail au cabinet dentaire parce que le docteur était horrible. Bien sûr qu'elle avait démissionné. En 5 ans, Montserrat avait eu 7 emplois, toujours avec une raison pour laquelle ça ne fonctionnait pas. Patron horrible, collègues envieux, horaires inconvénients, salaire insuffisant. Une spirale d'instabilité sans fin. Quand as-tu démissionné demandai-je d'un ton sec. Il y a 3 semaines, admit Montserrat à contre-cœur. 3 semaines. Ils avaient planifié le mariage sans qu'elle ait de travail, dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas, et attendaient maintenant que je résolve les conséquences de leurs décisions irresponsables. Le silence s'étira, lourd de mon jugement tacite. Étienne, s'il te plaît, dis-moi quelque chose, supplia Montserrat, au bord de la panique. Tu ne peux pas nous laisser sans abri. David est ton unique fils. Exactement. David, mon unique fils, que j'avais élevé seul pendant 28 ans, pour qui j'avais sacrifié mes rêves et mon confort. Ce même fils qui s'était marié en secret pour éviter les complications familiales. Le souvenir de mes sacrifices et de mes espoirs me revint, teinté d'une amère déception. Tu sais quoi, Montserrat dis-je finalement, un calme étrange et glacial m'envahissant. Le soleil disparaissait, peignant le ciel de pourpre et d'orange. Tu as raison sur quelque chose. Oui, répondit-elle, pleine d'espoir, son ton changeant. Il y a une semaine, tu m'as dit que vous vouliez l'indépendance, construire votre vie sans l'ingérence familiale. Et tu sais quoi? Tu avais entièrement raison. Je ne comprends pas, dit Montserrat, sa voix prudente, l'espoir mêlé à l'incertitude. La véritable indépendance, expliquai-je d'une voix ferme, signifie être responsable de ses décisions et de leurs conséquences, sans dépendre des autres pour résoudre les problèmes que vous avez créés. Et tu sais quoi d'autre, Montserrat continuai-je, la coupant net. Ma voix avait une clarté froide. Pendant 5 ans, j'ai été votre béquille, votre filet de sécurité. J'ai été celui qui vous a empêché d'apprendre l'indépendance. Chaque fois que je vous ai tiré d'une crise financière, je vous ai volé l'opportunité de grandir, de mûrir. C'était un amour mal placé, une aide qui vous a desservi. De quoi parles-tu demanda Montserrat, sa voix étranglée par la panique. Je parle, repris-je, ma voix résonnant dans le silence de ma cuisine, du fait que je vais enfin vous offrir le cadeau que vous réclamez, l'indépendance totale, la chance de construire votre vie sans interférence, sans aide extérieure. Le silence fut assourdissant. J'entendais la respiration saccadée de Montserrat, cherchant une faille. Tu... tu ne vas pas nous aider demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Je vais respecter votre décision d'être indépendant, répondis-je, une étrange sérénité m'envahissant. Un poids immense venait d'être soulevé de mes épaules. Étienne, tu ne peux pas faire ça, hurla Montserrat, sa fausse amabilité envolée, sa voix aigre de rage. Nous sommes une famille. Une famille, répétai-je, le mot sonnant creux. Montserrat, il y a une semaine, tu m'as dit que vous vous étiez marié sans moi parce que c'était parfait ainsi. Tu m'as fait comprendre que je ne faisais pas partie de votre nouvelle vie. C'était différent, protesta-t-elle, sans conviction. Non, ça ne l'était pas, rétorquai-je, ma voix contrôlée. C'était exactement ce que tu voulais dire. Et maintenant, je prends tes paroles au pied de la lettre. La conversation prenait le tournant que j'avais répété dans ma tête. Pour la première fois depuis 5 ans, je sentais que j'avais le contrôle. Non pas sur eux, mais sur ma propre vie. C'était une sensation enivrante. Étienne, s'il te plaît, tu es irrationnel, dit Montserrat, sa voix tremblante de désespoir et de colère. Tu ne peux pas nous punir pour notre mariage. La phrase était absurde. C'est là que ça a commencé. Un rire. D'abord un petit gloussement, puis il monta, profond et sincère, jaillissant d'un endroit enfoui sous des années de douleur. C'était un rire libérateur, la première fois que je riais vraiment depuis des mois. L'écho résonna dans le silence de mon salon. « Étienne, tu ris ?» demanda Montserrat, déconcerté, son ton mêlant incrédulité et horreur. « Oui, je ris, confirmai-je, essuyant une larme. Tu sais pourquoi je ris, Montserrat ? Non, répondit-elle d'une petite voix.
Je ris parce que je vois enfin toute la situation avec une clarté aveuglante, expliquai-je, ma voix amère. Pendant 5 ans, j'ai payé pour votre maltraitance, financé ma propre humiliation. J'ai naïvement cru que ma générosité vous prouverait mon amour et gagnerait votre respect, à toi et à David. Ce fut une erreur monumentale. Un silence tendu suivit. Mais je comprends la vérité, continuai-je, ma voix sombre. Vous ne me respecterez jamais. Peu importe l'argent ou les sacrifices, je serai toujours la banque de papa. Une ressource inépuisable, sans âme ni sentiment. Ce n'est pas vrai, protesta Montserrat, d'une voix faible, presque inaudible. Non? Alors dis-moi, Montserrat, la défiai-je, le ton tranchant. Quand David m'a-t-il appelé sans arrière-pensée? Quand m'avez-vous invité sans que je paie? Quand vous êtes-vous soucié de mon travail, ma santé, mes rêves? Le silence fut la seule réponse, lourde de culpabilité. Exactement, dis-je. Pour vous, je ne suis pas une personne avec des sentiments, mais un simple compte en banque à exploiter. Étienne, tu exagères, tenta Montserrat sans conviction. J'exagère, rétorquai-je. En 5 ans, je vous ai prêté plus de 25 000 € de mon argent durement gagné. Sais-tu combien vous m'en avez rendu? Elle balbutia. Les choses ont été difficiles. Pas un seul centime, la coupai-je. Et chaque fois que j'aborde le sujet, vous me faites passer pour un égoïste, comme si mon argent n'était pas le fruit de mon travail. J'entendis Montserrat respirer lourdement, trahissant une prise de conscience. Mais le plus douloureux, continuai-je, ma voix adoucie, ce n'est pas l'argent, c'est que vous avez transformé chaque interaction en transaction. Vous ne pouvez pas passer du temps avec moi, ni m'appeler, sans une urgence financière. Vous avez réduit ma relation avec David à celle d'un simple prêteur, un distributeur automatique de billets. Étienne, je suis désolé, dit Montserrat, ses excuses sonnant sincères pour la première fois. Je ne m'étais pas rendu compte que tu te sentais comme ça. Tu ne t'es pas rendu compte? Répétai-je, incrédule. Tu m'as délibérément exclu du mariage de mon fils. Tu as dit que c'était parfait sans moi. Comment étais-je censé me sentir? J'étais en colère, admit-elle, honteuse. J'avais eu une dispute avec David ce matin-là, et j'ai mal réagi quand tu as posé des questions sur le mariage. À propos de quoi? Demandai-je, un pressentiment froid. Montserrat hésita, puis répondit, sa voix à peine audible. David voulait t'inviter. Il ne voulait pas se marier sans toi. Mais j'ai dit que, si nous t'invitions, nous devrions aussi inviter ma famille, et nous n'avions pas d'argent pour un grand mariage. L'ironie était stupéfiante. Il m'avait refusé pour économiser, tout en s'attendant à mon financement. Le cercle vicieux était complet. David avait bien voulu ma présence à son mariage, mais Montserrat l'avait manipulé pour m'exclure, utilisant ensuite cette exclusion pour me blesser. L'idée que David m'ait désiré, même un instant, me traversa, mêlant soulagement et douleur. Un soupir lourd de toutes ces années de tension m'échappa. Oui, admit Montserrat d'une voix à peine audible. Il est dévasté, déprimé depuis une semaine. Il a à peine mangé. Il ne cesse de répéter que j'ai gâché la chose la plus importante de sa vie. Elle ajouta que David passait ses journées prostré, le regard vide, refusant ses appels. Un frisson me parcourut en imaginant mon fils dans un tel état. Pour la première fois de cette conversation, je ressentis une pointe d'empathie pour mon fils, une étincelle de ma tendresse paternelle. Mais elle n'était pas suffisante pour ébranler ma résolution. Mon cœur s'était endurci au fil des ans, et sa détresse ne pouvait effacer 5 années de trahison. Montserrat, dis-je calmement, malgré la tempête en moi. Je suis heureux d'apprendre que David se sent mal. Cela signifie qu'il a encore une conscience. Mais cela ne change rien au fait qu'il a fait un choix. Il t'a choisi, toi, plutôt que moi, préférant te garder heureuse plutôt que d'inclure son père dans le jour le plus important de sa vie. Je marquai une pause, laissant mes mots résonner. « Il t'aime » insista Montserrat, sa voix suppliante, teintée de panique. Il essayait juste de maintenir la paix entre nous. « Maintenir la paix » demandai-je, un rire amer m'échappant. « Montserrat, depuis 5 ans, il n'y a pas eu de paix entre nous. Tu as été en guerre contre moi dès le premier jour, travaillant systématiquement pour éloigner David de moi, et tu as finalement réussi. » Le souvenir de ces années de lutte et de manigance me revint. « Non, je n'ai pas... » commença-t-elle,
Mais je l'interrompis fermement, ma patience à bout. Si, tu l'as fait. Tu as annulé nos dîners dominicaux, nos moments sacrés, avec des excuses bidons. Tu as saboté la fête d'anniversaire que j'avais planifiée pour lui il y a 3 ans, en lui organisant une surprise le même jour. Tu t'es assuré que nous ne passions pas les Noëls ensemble, inventant des obligations. Chaque fois que David et moi commencions à nous rapprocher, tu trouvais un moyen de créer de la distance, de nous séparer. Mes mots étaient des flèches, atteignant leur cible. Montserrat pleurait maintenant, et étrangement, ses larmes sonnèrent vraies, empreintes d'un regret sincère. Le son de ses sanglots rauques me parvint. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais, sanglota-t-elle. J'avais peur que David t'aime plus que moi, peur que s'il était trop proche de toi, il n'ait plus besoin de moi. Enfin, une admission honnête. Après 5 ans de faux-semblants, Montserrat révélait la véritable motivation de son comportement, l'insécurité et la jalousie. Une amertume froide m'envahit. Je l'avais toujours soupçonné, mais l'entendre si crûment confirmait l'étendue de sa mesquinerie. Montserrat, dis-je doucement, ma voix lasse, l'amour n'est pas un jeu à somme nulle. David aurait pu nous aimer tous les deux. Nous aurions pu être une vraie famille, unie. Mais tu as décidé que cela devait être une compétition, et tu as gagné en éliminant la concurrence. Le regret de cette famille rêvée me serra la gorge. « Je sais, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Je sais, et je suis tellement désolé. »« J'apprécie tes excuses, » dis-je sincèrement. « Vraiment, mais elles ne défont pas 5 ans de dégâts. Et, plus important encore, elles ne changent pas le fait que tu ne reconnais tes erreurs que maintenant, parce que tu as besoin de quelque chose de moi. » La tension monta. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une anxiété croissante. « Je veux dire que si tu n'étais pas sur le point d'être expulsé, si tu n'avais pas désespérément besoin de mon argent, nous n'aurions jamais eu cette conversation. Tu n'aurais jamais admis ce que tu as fait, ni ne te serais excusé. » Montserrat ne répondit pas. Le silence assourdissant confirma mes paroles. Ce silence, plus que n'importe quelle confession, me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la sincérité de son repentir. « Exactement, » continuai-je, ma voix empreinte d'une froide certitude. « Tu n'es pas désolé de m'avoir blessé. Tu es désolé parce que les conséquences de tes actions te rattrapent. »« Ce n'est pas vrai, » protesta-t-elle faiblement. « Non ? Alors dis-moi, Montserrat, m'aurais-tu jamais appelé pour t'excuser si tu n'avais pas eu besoin de l'argent pour le loyer ?» Un long silence confirma mes soupçons. « Exactement, » dis-je, le mot claquant. « Et c'est pourquoi ma réponse est non. »« Quoi ?» s'exclama Montserrat, incrédule. « Ma réponse est non. Je ne vais pas vous donner l'argent pour le loyer. »« Mais je viens de m'excuser. Je viens de t'expliquer ce qui s'est passé. Et j'apprécie l'explication. Mais, Montserrat, ne t'ai-je pas dit, ma chère ?»« Quoi ?» demanda-t-elle, paniquée et confuse. Je ris de nouveau, avec une satisfaction profonde, une joie amère que je n'avais pas ressentie depuis des années. Que lundi dernier, après notre dernière conversation, je suis allé à une banque à Lyon et j'ai annulé tous les virements automatiques que j'avais mis en place pour vous. J'ai annulé le fonds d'urgence que vous aviez sur mon compte. J'ai changé David comme bénéficiaire de mon testament. Et plus important encore, j'ai décidé qu'il était grand temps que vous appreniez à être les adultes indépendants que vous prétendiez vouloir être. Le cri de Montserrat fut audible même lorsque j'éloignai le téléphone de mon oreille. Un hurlement de rage et de désespoir. Après avoir raccroché, je restai assis dans mon jardin, sur le vieux banc de pierre, le combiné encore chaud dans ma main. Le soleil se couchait sur Lyon, mais je ne voyais rien. Pour la première fois en 5 ans, j'avais dit non à une demande d'argent de David et Montserrat. Je n'avais pas cédé aux larmes, à la manipulation ou à la culpabilité. J'avais tenu bon, et même si je savais que les conséquences seraient significatives, je me sentais étrangement en paix. Une paix fragile, certes, mais une paix tout de même. Cette tranquillité dura exactement 23 minutes. Mon téléphone commença alors à sonner sans arrêt. D'abord Montserrat, puis David, puis Montserrat encore. Le rythme des appels était frénétique. Après la 5e sonnerie consécutive, je l'éteignis simplement. Le silence qui s'ensuivit fut un soulagement, mais aussi un présage.
J'avais besoin de temps pour me préparer mentalement à ce qui allait inévitablement venir ensuite. À 18 heures, alors que l'obscurité enveloppait le jardin, je décidai de rallumer mon téléphone pour consulter les messages. J'avais 17 appels manqués et 14 messages textes. La tempête ne faisait que commencer. Je les ai tous lus, ces messages, avec un mélange amer de tristesse et de détermination. Mon attention était rivée sur l'écran lumineux. Chaque mot, un coup de poing. Les premiers messages de Montserrat étaient désespérés et pressants. Étienne, s'il te plaît, reconsidère, lisais-je, sa fausse douceur résonnant. Nous pouvons en parler comme des adultes. David est dévasté. Il ne peut pas croire que son père lui tourne le dos. Nous sommes prêts à signer un contrat de prêt avec intérêt. Rappelle-moi. Malgré le ton mielleux, je sentais la menace sous-jacente. Mais ce furent là les messages de David qui me brisèrent le cœur. Papa, je sais que j'ai fait une bêtise avec le mariage. On peut en parler. Ne laisse pas ça détruire notre relation. Rappelle-moi. Puis, Montserrat m'a parlé de votre conversation. Il y a des choses que je dois t'expliquer. Enfin, le coup de grâce. Papa, nous sommes une famille. On n'abandonne pas sa famille comme ça. Chaque mot ravivait des douleurs anciennes. Ce dernier message me mit hors de moi. Après 5 ans, à tendre la main, à pardonner, à venir à la rescousse, à faire d'innombrables sacrifices, David m'accusait d'abandonner la famille. L'ironie était amère. À 19 heures, le silence de ma maison à Lyon devenait pesant. Je décidai qu'il était temps d'avoir une conversation directe avec mon fils sans Montserrat. J'hésitai un instant avant d'envoyer « David, tu peux venir à la maison à 20 heures. Nous pouvons parler, mais sans Montserrat. » La réponse fut quasi instantanée. « Merci, papa. Je serai là. » Lorsque David arriva, son apparence était alarmante. Traits tirés, cernes profondes, cheveux ébouriffés, il portait les mêmes vêtements froissés que j'avais vus sur des photos Instagram datant de 2 jours. Il ressemblait à une ombre de lui-même, n'ayant ni dormi ni mangé correctement. Une vague de tristesse et d'inquiétude me submergea, malgré ma résolution de rester ferme. « Papa !» dit-il d'une voix rauque dès que j'ouvris la porte, son regard fuyant le mien. « Merci de me laisser venir. » J'acquiesçai, mon expression neutre. « Entre, dis-je, le guidant vers le salon. Nous nous assîmes aux extrémités opposées du vieux canapé, l'espace physique reflétant la cruelle distance émotionnelle entre nous. « Montserrat m'a parlé de votre conversation cet après-midi, » commença David, évitant mon regard. « Papa, je sais que les choses se sont compliquées entre vous deux, mais tu ne peux pas nous punir financièrement pour des problèmes relationnels. » Le mot « punir » résonna, piquant ma patience. « Nous punir » répétai-je, ma voix basse mais tendue, sentant la frustration monter. C'était toujours la même rengaine. « David, crois-tu vraiment que c'est une punition ?» Je le fixais, cherchant une once de compréhension. « Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre » rétorqua-t-il, l'agressivité perçant sa fatigue. « Tu sais que nous n'avons pas l'argent pour le loyer. Tu sais que nous allons nous retrouver à la rue si tu ne nous aides pas. » Le chantage émotionnel était à peine voilé, me frappant toujours là où ma culpabilité de père était la plus vulnérable. « David, » dis-je, m'efforçant de maintenir ma voix calme, de ne pas laisser l'amertume transparaître. « Pendant 5 ans, je vous ai tiré d'innombrables crises financières. J'ai payé vos loyers en retard, vos réparations de voitures, vos factures médicales exorbitantes, vos dettes de carte de crédit. J'ai donné plus de 25 000 euros, sans jamais revoir un centime. Ce chiffre résonne encore. Et nous t'en sommes reconnaissants, dit-il vivement, trop vite. Vraiment ? Rétorquai-je, un sourire amer aux lèvres. Chaque fois que j'évoque l'argent, vous me faites sentir comme une personne horrible, coupable de la simple pensée de le mentionner. Comme si ma générosité était un dû et ma prudence, une trahison. David baissa les yeux, fixant ses mains jointes, l'image même de l'embarras coupable. Ce n'était pas notre intention de te faire sentir ainsi. Une phrase creuse, 1000 fois entendue, qui ne signifiait plus rien pour moi. Ce n'était pas leur intention, répétai-je, le sarcasme dégoulinant de ma voix. Je me levai du canapé, l'agitation me gagnant, et fis quelques pas vers la fenêtre. David, il y a une semaine, vous vous êtes marié sans me le dire. Montserrat m'a même appelé spécifiquement pour me dire que c'était parfait sans moi. Le souvenir de sa voix triomphante me brûlait encore.
Ça non plus, ce n'était pas son intention, j'imagine. À ces mots, David se racla la gorge nerveusement, son visage se tendant. Ça, c'était compliqué. Ce mot était leur refuge habituel, un fourre-tout pour toutes les vérités qu'ils ne voulaient pas affronter. Compliqué comment ? Demandai-je, ma voix ne laissant aucune place à l'évasion. David soupira profondément, un souffle lourd qui semblait porter le poids de sa culpabilité. Montserrat ne voulait pas d'un grand mariage. Elle a dit que si nous t'invitions, nous devrions aussi inviter toute sa famille, et nous n'avions pas l'argent pour ça. Il marqua une pause, attendant ma réaction. Alors, vous m'avez sacrifié, n'est-ce pas ? Parce qu'il était plus facile de blesser une seule personne que 10. La douleur de cette exclusion était encore vive, une plaie béante. « Ce n'était pas ça !» s'écria-t-il, levant les mains en signe de dénégation. « Comment ça ? Ce n'était pas ça, David !» L'interrompis-je, ma voix montant d'un cran. « Explique-moi comment exclure délibérément ton père de ton mariage était différent. Explique-moi la logique, la raison, la décence derrière une telle décision. » David se leva à son tour, l'agitation le gagnant, et commença à faire les 100 pas dans le salon. « Papa, j'aime Montserrat. Je veux construire une vie avec elle. Parfois, cela signifie prendre des décisions difficiles. » Il s'arrêta un instant, me regardant avec une expression suppliante. « Et je vais toujours être celui que tu dois sacrifier, n'est-ce pas ?» Le sous-entendu était clair, et il me frappa de plein fouet. « Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. » S'empressa-t-il de corriger, voyant ma réaction. « Non, rétorquai-je, ma voix pleine d'une amertume accumulée. Pendant 5 ans, chaque fois que Montserrat a eu un problème avec moi, tu as choisi son camp. Chaque fois qu'il y a eu un conflit entre ce qu'elle voulait et ce dont j'avais besoin, tu l'as priorisé. » David s'arrêta net et me regarda droit dans les yeux, son expression à la fois défiante et désespérée. « Parce que je vis avec elle, papa. Parce que je dois maintenir la paix dans mon foyer. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Et qu'en est-il de maintenir la paix avec ton père ?» demandai-je, ma voix tremblante d'une colère contenue. « Qu'en est-il de respecter l'homme qui t'a élevé seul pendant 28 ans, qui a tout sacrifié pour t'offrir un avenir ?» David détourna le regard, puis le ramena sur moi, une lueur étrange dans ses yeux. « Tu es fort, » dit-il, comme si cette simple phrase était une explication suffisante, une absolution. « Tu as toujours été fort. Tu peux gérer ces choses mieux que Montserrat. » Ces mots furent une gifle. Ma prétendue force avait été une excuse commode pour me blesser sans remords. C'était une amère révélation, une trahison. « David, dis-je lentement, as-tu déjà envisagé que je suis fort parce que j'ai dû l'être ? Que je ne devrais pas avoir à l'être tout le temps ? As-tu pensé que ton père aussi a besoin d'être pris en charge, protégé, aimé sans condition ?» Son silence fut ma seule réponse, lourd de non-dits et d'une prise de conscience tardive. David n'avait visiblement jamais envisagé cela. Le silence s'épaississait. Pendant 5 ans, j'avais été leur pilier financier, résolvant tous leurs problèmes d'argent. Mais s'était-il jamais soucié des miens ? M'avait-il seulement demandé si j'allais bien ? « Bien sûr que nous nous soucions de toi, papa !» protesta David, sa voix brisée, presque inaudible. « Vraiment ?» Je le regardais, cherchant la vérité. « Alors, dis-moi, David, » repris-je, ma voix basse et amère, « quand est la dernière fois que tu m'as appelé juste pour prendre de mes nouvelles ? Pas par besoin, mais simplement pour discuter ?» David ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il la referma, son expression trahissant une douloureuse prise de conscience. Il détourna le regard, fuyant le poids de la vérité. « Quand est la dernière fois que tu m'as invité à dîner sans que j'aie à payer ? » Le silence fut ma seule réponse. « Quand est la dernière fois que tu t'es souvenu de mon anniversaire sans que j'aie eu à te le rappeler ?» David s'effondra lourdement sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Un gémissement étouffé s'échappa de ses lèvres. « Mon Dieu !» murmura-t-il, sa voix pleine de désespoir. « Quel genre de fils suis-je devenu ?» C'est à cet instant que j'ai su. Une lueur d'espoir, fragile mais réelle, perça ma déception. Peut-être, enfin, David commençait-il à comprendre l'ampleur de la blessure qu'il avait infligée. Je m'assis doucement à ses côtés et posai une main sur son épaule.
Tu n'es pas un mauvais fils, David, dis-je d'une voix adoucie, bien que mon cœur fût encore lourd. Mais tu es devenu un fils qui ne se souvient de son père que lorsqu'il a besoin de quelque chose, et cela doit changer. Il leva les yeux vers moi, embué de larmes sincères. Comment puis-je réparer ça, papa demanda-t-il, sa voix tremblante. Comment compenser 5 années d'égoïsme? Je pris une profonde inspiration. Tu commences par accepter les conséquences de tes décisions, répondis-je, ma voix retrouvant sa fermeté. Vous avez choisi l'indépendance, de vous marier sans moi pour éviter les complications familiales. Très bien. Vivez cette indépendance pleinement. Mais cela signifie que vous allez vous retrouver sans logement. C'est la conséquence d'avoir dépensé de l'argent que vous n'aviez pas pour un mariage et une lune de miel, alors que vous saviez que Montserrat avait quitté son travail. David resta silencieux un long moment, le poids de mes paroles s'abattant sur lui. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit-il finalement, sa voix à peine un murmure. Quelque chose à propos de Montserrat. Mon cœur se serra, pressentant une révélation douloureuse. Une angoisse froide me saisit. Qu'y a-t-il à propos de Montserrat demandai-je, bien qu'une partie de moi n'était pas sûre de vouloir entendre la réponse. David inspira profondément, ses mains tremblant légèrement, avant de confesser un secret. Elle a menti à propos de l'argent, dit-il enfin, les mots s'échappant. À propos de beaucoup d'argent. Mon estomac se noua. Que veux-tu dire? L'argent que tu lui as donné pour le cours d'assistante dentaire il y a 4 ans? Oui, dis-je, je me souviens. Elle l'a utilisé pour un cours, oui, mais pas celui qu'elle t'a dit. Elle a suivi un cours de maquillage professionnel. Quand l'affaire n'a pas fonctionné après 6 mois, elle ne te l'a jamais dit. Je traitais l'information, chaque mot s'enfonçant. Le silence était lourd. Quoi d'autre? Les 1 000 € pour l'urgence familiale de sa mère. Il n'y a pas eu d'urgence. Sa mère voulait rénover sa salle de bain et Montserrat lui a dit que nous pouvions aider. Quand tu lui as posé la question, elle m'a demandé de mentir et de dire que c'était pour le salon. Chaque révélation transperçait ma confiance. Les 1 200 € pour réparer sa voiture l'année dernière? La voiture allait bien. Elle voulait l'argent pour s'acheter un bracelet en diamant. David, dis-je, sentant la trahison et la colère m'envahir. Depuis combien de temps es-tu au courant de ces mensonges? Honteux, il baissa la tête. J'avais découvert le cours il y a 2 ans, en trouvant son certificat de maquillage. Les autres mensonges étaient apparus progressivement. Chaque fois que je la confrontais, Montserrat pleurait, disant qu'elle craignait que tu cesses de nous aider si tu savais la vérité. Et tu l'as cru? Ma voix, un murmure, résonna pourtant. David hocha la tête, le visage toujours caché. Je voulais la croire. Il était plus facile de l'accepter que d'affronter le fait que ma femme me mentait et te volait. Je me levai, arpentant le salon, mes pensées tourbillonnant. Non seulement j'avais financé leur vie pendant 5 ans, mais j'avais aussi financé une toile de mensonges élaborés. Y a-t-il autre chose que je doive savoir? Demandai-je, me tournant vers lui, mon regard exigeant. David hocha la tête, les épaules affaissées. La vraie raison de notre petit mariage n'était pas l'argent. Montserrat ne voulait pas que sa famille rencontre la nôtre. Elle leur avait dit que tu étais un homme riche et snob qui la méprisait, craignant qu'ils ne réalisent qu'elle avait exagéré ta richesse et que tu étais une personne normale et travailleuse. Cette révélation était plus insidieuse. Non seulement j'avais été volé et menti, mais j'avais été calomnié devant des inconnus. Une caricature méprisable de moi-même avait été peinte. Donc, pendant 5 ans, dis-je lentement, chaque mot pesant lourdement, non seulement j'ai donné de l'argent basé sur des mensonges, mais j'ai aussi été dépeint comme le méchant dans la famille de Montserrat. Oui, admit David, sa voix à peine audible. Et le pire, c'est que je le savais, et que je n'ai rien fait pour l'arrêter. Nous restâmes silencieux, le temps lourd de regrets. David pleurait sur le canapé. Je me tenais près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin que j'avais planté avec amour quand David était enfant. Un jardin qui semblait aujourd'hui témoigner de la décomposition de notre lien. Le vent agitait les feuilles, un murmure mélancolique dans la nuit tombante sur Lyon. Sais-tu ce qui est le plus triste dans tout ça, David? Dis-je, ma voix lourde. David leva ses yeux rougis vers moi. Quoi? Continuai-je, le cœur serré.
Si Montserrat avait été honnête dès le début, si elle avait cherché une relation authentique au lieu de me voir comme un obstacle ou un distributeur de billets, nous aurions pu être une vraie famille. J'aurais été heureux de les aider occasionnellement, de leur offrir un coup de pouce quand ils en auraient eu besoin, si cela avait été le fruit d'un respect mutuel, d'une affection sincère, comme j'avais toujours fait pour toi enfant. Je sais, murmura David, la voix brisée. Mais au lieu de cela, poursuivis-je, elle a transformé chaque interaction en mensonge, en manipulation. Et toi, David, tu as choisi de le lui permettre. David s'essuya les yeux, son visage marqué par la honte et le chagrin. Il me regarda, un mélange de désespoir et de détermination. Que puis-je faire pour arranger ça, papa? Dis-moi quoi faire et je le ferai. Je pris une profonde inspiration et me rasseyai. D'abord, tu dois décider quel genre d'homme tu veux être. Celui qui permet à sa femme de voler et de mentir à son propre père, de le calomnier, ou celui qui protège et honore les personnes qu'il aime, qui défend la vérité et l'intégrité? Je veux être meilleur, dit-il avec une conviction nouvelle, une flamme dans ses yeux. C'était la première fois que je l'entendais parler avec une telle force. Deuxièmement, tu dois décider quel genre de mariage tu veux avoir. Un mariage basé sur les mensonges et la manipulation, où la confiance est une illusion, ou un mariage basé sur l'honnêteté et le respect, où la transparence est la fondation et le soutien mutuel, le ciment. L'honnêteté et le respect, répondit-il sans hésitation. Alors, dis-je, me penchant, tu dois avoir une conversation très sérieuse avec Montserrat sur les conséquences de ses actions, non seulement envers moi, mais envers toi. Si elle peut me mentir sur l'argent pendant 5 ans sans scrupule, que d'autre peut-elle te cacher? Je vis dans les yeux de David que cette question l'avait frappé de plein fouet. Le silence s'étira, lourd de cette nouvelle prise de conscience. Pour la première fois, il envisageait la possibilité terrifiante que si Montserrat pouvait être malhonnête avec les finances, elle pouvait l'être dans d'autres aspects de leur vie, sapant les fondations de leur union. Et troisièmement, continuai-je, vous devez apprendre à vivre avec les conséquences de vos décisions. Je ne vais pas vous sauver de cette crise financière. Je ne serai plus votre filet de sécurité. Vous devez trouver vos propres solutions. Cela signifie-t-il que tu ne nous aideras plus jamais financièrement? Demanda David avec angoisse. Cela signifie que toute aide future sera très différente, expliquai-je. Elle sera basée sur une honnêteté totale, un respect mutuel et une relation authentique. Plus de sauvetage d'urgence, plus de prêts sans date de remboursement clair, plus de mensonges. La confiance, David, ça se gagne, ça ne se réclame pas. David hocha la tête. Je comprends. Et Montserrat, ajoutai-je, comprendra-t-elle? Il me regarda, déterminé. Je vais m'assurer qu'elle comprenne. Nous nous sommes serrés dans les bras avant son départ. Ce fut un câlin long, silencieux et surtout authentique. Le premier que nous ayons partagé depuis des années, sans arrière-pensée financière. Je sentis le poids de son corps contre le mien, un mélange de soulagement et de tristesse. Les 2 semaines suivantes, David et Montserrat restèrent silencieux. Ma maison à Lyon me parut étrangement vide. Je m'inquiétais, me demandant si j'avais été trop dur, si je les avais poussés à la rue. Mais je me rappelais que les secourir constamment les empêchait de devenir responsables. Pour grandir en tant qu'adultes et construire une vie solide, ils devaient affronter les conséquences de leurs actes sans filet de sécurité. C'était une leçon difficile, mais nécessaire. 3 semaines plus tard, David m'appela. Sa voix avait changé. Plus mûre, posée, l'angoisse habituelle remplacée par une assurance nouvelle. Bonjour David. Comment vont les choses? Demandai-je, le cœur battant. Bien, mieux que je ne l'espérais, répondit-il, un sourire perceptible. Ils avaient obtenu une prolongation d'1 semaine pour le loyer en expliquant humblement leur situation. David avait enchaîné les doubles quarts à son bureau à Lyon et trouvé un second emploi dans un café. Montserrat avait enfin décroché un poste stable dans un bureau administratif à Lyon. Nous avons dû déménager dans un appartement plus petit, me dit-il, un 2 pièces exigu dans un quartier moins prisé, mais nous pouvons le payer nous-mêmes, sans aucune aide. C'est merveilleux, David, dis-je, empli de fierté. Je suis vraiment fier de vous. Autre chose? Il hésita un instant. Oui,
Montserrat et moi avons commencé une thérapie de couple. Cela me surprit au plus haut point. Sérieusement? Oui, confirma-t-il. Notre conversation m'a fait réaliser que notre mariage était en péril, au-delà de l'argent. La malhonnêteté, la manipulation, notre comportement envers toi, tout cela empoisonnait notre relation. Montserrat a d'abord résisté à la thérapie, mais j'ai menacé de divorcer si elle ne faisait pas d'efforts. Elle a accepté. Comment ça se passe? C'est très difficile, papa, avoua-t-il, mais c'est bénéfique. Nous apprenons à communiquer honnêtement, à exprimer nos besoins. Montserrat commence à comprendre le mal qu'elle a causé, à toi et à notre relation, à la confiance brisée. 6 mois plus tard, David et Montserrat m'invitèrent à dîner dans leur nouvel appartement à Lyon. Plus petit que le précédent, au troisième étage d'un vieil immeuble, il était impeccablement propre et décoré avec soin, de meubles simples, achetés ou assemblés par eux. L'odeur d'un plat mijoté emplissait l'air. Montserrat était différente, plus humble, moins arrogante. Ses vêtements et son maquillage étaient discrets. Quand elle me salua, ses yeux n'avaient plus cette lueur calculatrice que je craignais. Étienne, dit-elle d'une voix douce, presque timide. Merci d'être venu. Pendant le dîner, qu'ils avaient préparé avec amour, Montserrat me demanda formellement pardon pour des années de mensonges et de manipulations. Ses yeux fixés sur les miens, elle dit, la voix tremblante, je n'attends pas que tu me pardonnes immédiatement. Je sais que cela prendra du temps pour reconstruire ta confiance, mais je suis profondément désolé et engagé à être une meilleure personne, une meilleure belle-fille. Je ne l'ai pas pardonné cette nuit-là. Le pardon véritable ne peut être forcé. Il se construit sur des preuves tangibles. Mais je vis dans ses actions, et pas seulement dans ses paroles, qu'elle faisait un effort sincère et profond pour changer. Un petit espoir commença à germer en moi. David était aussi différent, plus attentif, plus prévenant. Son changement, plus subtil que celui de Montserrat, était un retour à l'homme que j'avais toujours espéré qu'il deviendrait. Au cours des mois suivants, il commença à m'appeler régulièrement, non pour demander un service, mais simplement pour bavarder. Ces appels devinrent vite des moments précieux. Il m'invitait à des activités simples à Lyon, une promenade le long des berges du Rhône, une visite au parc de la Tête d'Or ou un café sur un banc public. Il se souvenait de dates importantes, mon anniversaire, celui de ma défunte épouse, des attentions qui, autrefois, me semblaient impossibles. Chaque fois, la joie de les retrouver était plus forte que le pincement au cœur des années d'absence. 1 an après ce mariage secret, David me demanda, avec une sincérité désarmante, si Montserrat et lui pourraient renouveler leurs vœux lors d'une petite cérémonie. Je veux épouser Montserrat de nouveau, me dit-il, mais cette fois, je veux que mon père soit là pour le voir. Ces mots, mon père, résonnèrent en moi comme une mélodie oubliée. C'était la reconnaissance que j'avais tant attendue, la preuve que ma place dans sa vie n'était plus celle d'un distributeur de fonds, mais celle d'un pilier. Une chaleur douce se répandit dans ma poitrine, chassant les dernières ombres de ressentiment. La cérémonie fut simple, mais d'une beauté émouvante. Elle eut lieu à la mairie de Lyon, dans une petite salle baignée par la lumière douce d'un après-midi d'automne. Il n'y avait que nous trois, David, Montserrat et moi, et les 2 témoins officiels requis. L'air était empreint d'une atmosphère de renouveau. David et Montserrat échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, des mots qui parlaient d'honnêteté retrouvée, de respect mutuel et d'un engagement à grandir ensemble. Leurs voix étaient fermes, leurs mains serrées, et leurs yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Quand David m'a demandé d'être son témoin officiel, mon cœur a chaviré. C'était un honneur inattendu, un symbole puissant de la confiance qu'il me portait. Des larmes de joie véritables ont brouillé ma vue, effaçant toutes les blessures passées, me rappelant la première fois, cette absence douloureuse. Ce moment-là, debout à leur côté, signant le registre, était une réparation. Après la cérémonie, Montserrat s'est approché de moi. Je sais que je ne pourrai jamais te rendre tout l'argent que je t'ai volé avec mes mensonges, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Mais je veux commencer à te rembourser, même petit à petit. Je lui ai répondu, ému, que l'argent n'importait plus. Ce qui comptait,
c'était qu'elle ait appris que les relations ne se bâtissent pas sur des mensonges. 2 ans plus tard, ma relation avec David est enfin celle que je désirais. Imparfaite, mais réelle, honnête et mutuelle. Nous partageons rire, silence et conversations difficiles, toujours avec respect. J'ai appris que les décisions difficiles, même culpabilisantes, sont souvent celles qui nous libèrent, nous et nos proches. Refuser ce prêt pour le loyer fut la meilleure décision pour David, pour son mariage et pour moi. Je leur ai montré leur force à affronter les problèmes, et je me suis appris à mériter un amour véritable, inconditionnel. À 68 ans, j'ai compris qu'aimer ne signifie pas sauver l'autre des conséquences de ses choix, mais lui permettre d'apprendre et de grandir, même douloureusement. La liberté essentielle est celle de ne plus être indispensable pour ceux qui n'ont jamais apprécié nos sacrifices.